Ils sont originaux, surprenants, émouvants, sincères. Pas toujours parfaits, ils ont ce truc qui fait qu'on les aime. Ils ont besoin d'être lus pour écrire. Vous êtes leurs lecteurs. Ils sont les auteurs auto-édités. Et vous écoutez Le Tremplin des auteurs, une émission conçue et présentée par Vera Sayad. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un auteur confirmé, déjà édité aux éditions du Rouergue et chez Actes Sud, et qui a choisi l'auto-édition pour conserver la liberté d'écrire en accord avec sa vision d'auteur bien particulière, sans se plier aux attentes de ses éditeurs. Ces livres sont le fruit d'une réflexion de fond sur le travail de construction de la structure narrative romanesque, faite de fragments de vie qui se répondent en écho et entrent en résonance au fur et à mesure que la forme sculptée de l'histoire se révèle au lecteur. Ces partis pris stylistiques font le grand écart entre la neutralité de l'écriture dite blanche et le lyrisme le plus intense mais toujours contenu, en fonction de la narration elle-même et pour la servir, sans aucune concession à la facilité. Tout cela sur des thèmes qui travaillent au fond des émotions du lecteur et l'appellent à s'impliquer dans ces histoires pour la plus grande jubilation littéraire et émotionnelle de celui-ci. Patrice Salsa nous fait part de sa démarche d'auteur, de ce qui le fait vibrer et nous révèle ses projets en cours. Le garçon ne bronche pas. Plissant à peine les yeux, il esquisse même un sourire. Il sait qu'autrefois Paul d'Angèle a courtisé assidûment sa mère et qu'il a redoublé d'efforts après sa naissance. Il a même fait le voyage sur le continent pour venir la voir. À l'époque, le village avait désapprouvé cette toquade. Paul d'Angèle, un homme dans la force de l'âge, avec tant de biens et surtout tant d'espérance. Le village avait marqué encore plus de désapprobation lorsque sa mère avait refusé. Une fille mère sans le sou, mais qu'est-ce qu'elle s'imagine ? Paul d'Angèle croise les bras et toise le garçon, un rictus mauvais aux lèvres. Tranquillement, ce dernier le contourne et enfourche sa bicyclette. « C'est donc vrai ce qu'on dit ?»« Et qu'est-ce qu'on dit ? Que tu as la cervelle aussi ratatinée que tes couilles, comme des figues sèches, et c'est pour ça que t'as jamais trouvé à te marier. » Fureur et étranglement. Un coup de pédale, et le garçon est déjà hors d'atteinte. Il progresse en danseuse et dans la lumière matinale, ses fesses qui bougent semblent une insulte de plus. Fin juin, sous le préau décoré de guirlandes en papier crépon, beaucoup de mères se mordaient les doigts de n'avoir pas fait un effort de toilette, en considérant cette jeune femme grave, fière et distante, les épaules nues, serrant une pochette sous un bras auquel s'accrochait obstinément un garçonnet au visage radieux. Leur jalousie devant les regards des quelques maris qui avaient fait l'effort de venir aurait certainement redoublé, si elles avaient su que cette robe, la jeune femme la portait déjà à l'année de ses 16 ans, pour son premier rendez-vous. Elle l'avait cousue elle-même, spécialement pour l'occasion. Le père du garçon entre dans la chambre de son fils dont la porte est ouverte. Il y a de la musique. Ils viennent d'emménager dans une grande villa et il souhaiterait que l'adolescent lui donne un coup de main pour déplacer quelques objets encombrants dans le garage. Le père est indécis. La chambre est vide alors qu'il était persuadé que son fils était là. Il examine l'aménagement de la chambre et prend conscience que le garçon a, autant que faire se pouvait, reconstitué l'ordonnancement des meubles et des objets de la pièce qu'il occupait dans leur précédent logement. Une fois de plus, il est attiré par le très grand cadre placé en face du lit et s'assied sur celui-ci pour le contempler. C'est un canevas monumental, au moins 1 mètre sur 2. Sur un champ d'étoiles éclairé par une galaxie à double spirale inversée, dans une mandorle de grosses roses rouge sang, Dark Vador, en pied, les plis de sa cape flottant dans on ne sait quel vent sidéral, brandit son sabre laser. Dans son autre poing, ganté de noir, on distingue une clé d'aspect médiéval. Il sait que la mère du garçon a réalisé cet ouvrage comme cadeau d'anniversaire pour ses 12 ans. Le motif n'est pas d'elle, Dieu merci. Le garçon se plaît à réaliser de temps à autre des collages, le plus souvent à partir d'illustrations tirées de magazines, assez minutieux et agrémentés de dessins. Ils sont en général plutôt mystérieux, pour ne pas dire angoissants, et il est difficile d'en dégager une signification claire. Une fois réalisés, le garçon s'en désintéresse, mais la mère les recueille et les conserve précieusement. C'est l'un d'eux qui lui a servi de carton pour cette œuvre qui, certainement, ferait le bonheur d'un musée d'art brut. La sensation de ne plus être seul tire le père du garçon de sa contemplation. Depuis combien de temps l'adolescent est-il sur le pas de la porte, un verre de lait à la main, à l'observer ?
Patrice Salsa. Alors, Un garçon naturel est votre premier roman, et il est aussi, j'ai envie de dire, votre manifeste d'auteur, puisqu'il est l'illustration par sa forme de cette citation de François Truffaut que vous proposez en exergue. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. Et pourtant, le lecteur ne se sent jamais perdu, mais au contraire très actif dans la construction du récit. Comment expliquez-vous cela ? C'est volontairement que ce récit est construit pour être projectif. Le lecteur entre dans le texte, dans cette histoire qui se présente à lui sous forme de fragments, avec son vécu, son ressenti, ses émotions. Donc le texte propose des fragments, et ce qui manque entre les fragments, ce qui les rassemble, il y a la logique interne, bien entendu, des événements, mais il y a également ce qu'amène le lecteur, qu'il cherche, comme dans les récits ou dans les dessins, avec des points qu'on doit relier par des traits. Il cherche à construire une histoire, il cherche à construire un sens. Et l'idée aussi, c'est que ce sens se modifie progressivement au fur et à mesure de la lecture. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, moi j'ai refermé le garçon naturel, et immédiatement j'ai recommencé à le lire. J'ai voulu relire les passages que j'avais compris d'une certaine façon et voir comment ils s'éclairaient différemment. Il s'agit donc là d'une démarche d'auteur construite, réfléchie, donc mature. Cependant, Un garçon naturel est un premier roman, mais que vous avez écrit assez tard. Comment vous est venue l'idée de l'écrire ? J'avais déjà 40 ans quand j'ai entrepris la rédaction du Garçon naturel, et je n'avais jamais eu dans l'idée d'écrire auparavant. J'avais écrit des petits textes pour une revue, mais des choses plutôt des essais, des analyses ou des critiques d'œuvres. Voilà, et ça s'est imposé un peu comme ça. Je me souviens très très bien de la façon dont le Garçon naturel a commencé. Puis c'était un matin dans ces espèces de rêveries matinales, c'est-à-dire ces espèces de rêves qui sont pas vraiment des rêves puisqu'on les contrôle un petit peu. Enfin, on a ça. Et c'est la séquence d'ouverture du Garçon naturel que j'ai vu, quoi. Je sais pas. C'est une image d'un homme et d'un adolescent auprès d'une voiture et du dialogue qu'ils avaient. Et je me suis levé et j'ai pris un café et j'ai immédiatement commencé à écrire cette séquence, et c'est comme ça que ça a commencé. Et une fois que vous avez écrit cette séquence, vous avez tout de suite eu l'idée de construire un récit à partir de celle-ci ? L'idée que ça allait faire un texte est venue assez rapidement. Je veux dire, je commençais à poser 3 ou 4 séquences, comme je les appelle pour ce roman. Voilà, c'est devenu évident que j'allais continuer, que ça allait aller au bout. Et comme toujours, la fin m'est apparue tout de suite. Et l'idée, ça a bien été de construire la trajectoire du début à la fin, mais cette trajectoire, encore une fois, tous ces points qui forment une espèce de courbe ou de trajectoire parfaite. Ensuite, le travail a été de la déconstruction et la séparation. En dehors de cette construction déconstruite, si je puis dire, vos livres se caractérisent par des images très fortes et vous ne tombez pas dans le piège de la description. Vous pouvez imprimer des images bien précises dans l'esprit de votre lecteur, et ça avec une écriture soit presque neutre ou au contraire sophistiquée, mais toujours précise. On sent qu'il y a du travail derrière. Quel est votre processus d'écriture ? J'écris à partir d'images, j'écris à partir de scènes. C'est presque cinématographique, j'ai envie de dire. Je visualise la scène et j'ai pas de difficulté à la poser par écrit dans un premier jet. Mais ensuite, il y a un retravail extrême dans tout, la syntaxe, le choix des mots. Quand vous évoquez ce travail extrême, on pourrait s'attendre à un résultat complexe, mais au contraire, il est épuré. Tout est utile, rien n'est superflu. Alors, quel est le secret derrière ? J'ai peu de temps pour écrire, parce que j'ai une vie professionnelle bien remplie, donc j'ai peu de temps pour écrire, et donc j'écris utile, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout ce que je fais est du matériau qui doit pouvoir être utilisé, réemployé, choses comme ça. Après, je peux être amené à abandonner un bout, comme à tailler dans le texte pour enlever des choses, faire apparaître de façon plus évidente la forme sous-jacente, la forme profonde, comme ce beau titre de cet auteur-là, dont le nom m'échappe. Et c'est ça, il y a une forme profonde. Et c'est Michel-Ange qui disait, mais moi je sculpte pas, je fais apparaître la sculpture qui était dans le bloc de pierre. Et il y a ça dans le travail d'écriture. Il y a
la masse des mots, des paragraphes, des textes, et on va travailler dans cette matière pour faire apparaître quelque chose. Vos livres peuvent sembler d'un premier abord assez différents les uns des autres, puisque le ton que vous utilisez, le style est différent selon l'histoire, le contexte, et on a l'impression que c'est à chaque fois l'occasion pour vous d'explorer un parti pris. Par exemple, dans Le Garçon naturel, les personnages ne sont jamais désignés par leur nom, et c'est tout l'inverse dans La part des anges, où les prénoms apparaissent très souvent et prennent une place importante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Les conventions romanesques sont une chose qui m'agace un peu. Et donc, dans Le Garçon naturel, l'idée que les personnages n'aient pas de nom et qu'il n'ait pratiquement pas de description qui les permet de les incarner, c'est volontaire. J'ai refusé cette convention au point que on n'est presque pas sur des personnages, mais presque sur plutôt des types ou des archétypes. Voilà. Dans La part des anges, le choix des prénoms, au contraire, c'était le jeu avec la convention romanesque. Kevin et Jordan, ça signe quelque chose d'une origine, d'un milieu. Il n'y a pas beaucoup besoin d'en dire plus une fois qu'on a dit ça. Puis les prénoms les noms, un nom peut charger énormément peut véhiculer énormément de contenu, quoi. Le prénom du beau-père polonais, Czesław, juste dans une syllabe, dans 2 syllabes, on dit tout de la différence de ce personnage-là. Alors, en premier choix musical, vous nous avez demandé de passer On n'oublie jamais de Marie Laforêt. Marie Laforêt est une chanteuse qui compte beaucoup pour vous ? Marie Laforêt, c'est un truc d'enfance. J'ai découvert Marie Laforêt, j'avais 10 ans ou 9 ans, je sais plus, et j'ai été fasciné par la voix, par cette chanteuse, et cette passion ne m'a jamais quitté, et j'aime cette femme, j'aime sa voix, j'aime son univers musical. Les passages musicaux ont été supprimés de cette version YouTube de l'émission. Pour écouter le tremplin des auteurs dans son intégralité, rendez-vous sur le podcast de radiolézard.fr. Insensiblement, ces déambulations, qui semblent tout à fait hasardeuses, le rapprochent en fait de la gondole des maillots de bain. C'est un vice, c'est sûr, cette passion qu'il a pour les speedos. 2 fois qu'il vient, depuis la semaine dernière, entretenir sa convoitise pour un modèle de la nouvelle collection, d'un bleu intense avec des reflets métalliques. Dans sa poche, il palpe machinalement les 2 billets qui pourraient lui permettre de satisfaire sa compulsion, avec une légère mauvaise conscience, car l'un d'eux se trouvait encore, il y a quelques heures, dans le porte-monnaie de sa mère. Impossible de songer à dérober l'article convoité. Tous sont protégés par un antivol amovible qui ne peut être retiré que lors du passage en caisse. Le responsable du rayon nautisme a remarqué le manège de l'adolescent. Ce n'est pas la première fois qu'il le voit. Kevin est beau. Il a cette grâce qui, durant quelques semaines, parfois quelques mois et rarement plus longtemps, illumine les garçons. Et l'homme est sensible à cette grâce, bien qu'elle ne soit pas portée habituellement sur les jeunes gens. L'homme est seul aussi. Sa dernière histoire s'est terminée voici 3 mois dans la douleur et il baigne encore dans l'affliction. Son sentiment de solitude et de nostalgie aiguise ses perceptions et fait résonner en lui la beauté de l'adolescent qu'autrefois il aurait notée sans la désirer. « Je peux te renseigner ?»« Pas vraiment, je regarde juste. »« Ok, on ferme dans quelques minutes, tu sais. »« Oui, je sais. Mais prends ton temps, pas de problème, on ne t'enfermera pas dedans. » Sourire. « Monsieur, c'est quand les soldes cette année ?» Rire. « Oula, tu as le temps ? Pas avant juillet, et c'est pas sûr qu'il en reste. » Kevin cherche une contenance en déchiffrant les étiquettes. « Tu hésites sur la taille ? » ?»« Non, c'est du 3 qu'il me faut. Le 2 est trop serré maintenant. »« Ça se porte serré, ces maillots. »« Je sais pas, faut voir. » »« Normalement, on n'essaye pas les maillots de bain, mais pour toi, je peux faire une exception. »« Ah ? Oui, pour un beau garçon comme toi. » Sourire à la fois un peu gêné, mais aussi flatté. « Tu veux les essayer alors ? » ?»« J'ai plus le temps, ça va fermer. » »« T'inquiète pas pour ça, c'est moi qui fais la fermeture ce soir. Va aux cabines, je te rejoins après avoir fait mon tour. » Kevin vient d'enfiler le speedo en taille 3 quand il entend l'homme l'interpeller derrière le rideau. « Alors, comment ça se passe ? » ?»« J'ai essayé le plus grand. »« Et alors ? » ?»« Je sais pas. »« Tu me fais voir ? » L'homme ouvre le rideau. Pas mal.
Mais je suis sûre que la taille 2 t'irait très bien aussi. Tu veux pas l'essayer ? L'homme ne fait pas mine de vouloir refermer le rideau. Alors, Patrice Salsa, avec cette chanson de Marie Laforêt, vous nous ramenez à votre enfance. Et vos livres, enfin Un garçon naturel et La part des anges, ont pour thème justement la sortie de l'enfance, l'entrée dans l'adolescence, bon, d'une façon qui n'est pas toujours facile, loin de là, mais avec beaucoup de justesse et de fraîcheur. Comme si vous viviez encore cette époque de votre vie. Comment, lorsqu'on a dépassé la cinquantaine, on peut parler de cette façon de l'adolescence ? Ah, je ne sais pas. D'une part, c'est parce que ma propre enfance et ma propre adolescence me sont restées très proches. Et c'est pas du tout des périodes de ma vie que j'ai oubliées, au contraire, d'un côté. Et de l'autre côté, je sais pas, je trouve que c'est à la fois compliqué et simple de parler des adolescents. Et en plus, les adolescents eux-mêmes produisent plein de discours sur eux-mêmes. Sur internet, voilà, puis on les regarde, faut les regarder voir, les regarder faire. J'en fréquente pas spécialement d'ailleurs, mais je sais pas, je pense que c'est le pouvoir de l'écrivain de susciter des mondes, voilà. Et puis j'ai pas envie, j'ai pas voulu présenter non plus une version idéalisée de l'adolescence. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien pour moi entre le garçon naturel et la part des anges. C'est-à-dire que je savais qu'après le garçon naturel, j'en avais pas complètement terminé avec le monde de l'adolescence. Et que j'avais mis en scène dans le garçon naturel des choses un peu crues, un peu violentes, un peu extrêmes, et que il y avait que l'adolescence c'était pas que ça, et qu'il y avait d'autres choses, et que donc la part des anges et cette autre facette que j'ai voulu explorer de personnages peut-être plus banals ou plus accessibles que le garçon. Beaucoup de gens vous demandent si ces récits sont autobiographiques. C'est peut-être là, aujourd'hui, l'occasion d'apporter une certaine précision. Il y a dans le garçon naturel forcément des choses qui correspondent à des souvenirs ou des échos de choses personnelles, mais qui sont tellement pris dans le reste de la matière que ça n'a pas de sens. De dire. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est les passages les plus autobiographiques ou les plus inspirés peut-être du garçon naturel de choses sont pas du tout là où on les imagine. Donc ils sont pas dans les moments les plus marquants ou les plus crus du texte, ils sont à d'autres endroits. Vous avez écrit 4 récits, L'enfant naturel, La signora Wilson, Une petite nouvelle, Le joueur de Théorbe et La part des anges. Les 3 premiers ont été édités en édition papier classique et le dernier, La part des anges, est en auto-édition. Racontez-nous cela. Que vous dire ? Je veux dire, le premier roman j'ai eu beaucoup de difficultés pour trouver un éditeur. J'ai eu des encouragements, mais avant de signer, il y a quand même eu 35 refus. Et pour la signora Wilson, ça a été un peu la même chose, des refus perpétuels, jusqu'à... Voilà. Et La part des anges, il a failli être publié aux éditions du Rouergue, et ça a failli se faire, et au dernier moment, il y a quelque chose qui s'est passé, et voilà, et donc du coup... Donc chaque fois, c'est la guerre. Enfin, pas la guerre, mais c'est une bataille qu'il faut recommencer. Et j'ai été moins combatif, je pense. J'ai fait des tentatives, je l'ai proposé à plusieurs maisons, mais à chaque fois, j'ai eu des refus. Et c'est à ce moment-là que l'auto-édition a commencé à émerger en France. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je vais commencer et je vais le faire. Voilà, c'est comme ça. C'est quand même une façon aussi de se débarrasser d'un texte. Quand on a été presque prêt de le publier, que ça ne s'est pas fait, ça pèse. Et ça empêche un peu de passer à autre chose. Alors, vous-même, vous dites que ce qui a peut-être fait hésiter vos éditeurs, c'est la diversité de vos approches. Aujourd'hui, les maisons d'édition se mettent à vouloir faire des produits. Et donc, d'ailleurs, la direction qui s'occupe du livre aujourd'hui au ministère de la Culture s'appelle la direction des industries culturelles. Les mots sont lourds, quoi. Donc, effectivement, si un auteur fabrique un produit qui plaît à l'éditeur et qui marche, l'éditeur voudrait qu'on fabrique tout le temps le même produit.
Et puis moi, non, c'est complètement le contraire de ce que je pense en tant qu'auteur, et je n'ai pas du tout envie d'écrire 10 fois de suite le même livre avec les mêmes façons, et notamment la forme dans laquelle le livre se présente, sa construction, sa langue, son expression est profondément liée au sujet et au thème du livre. Et c'est pour ça que La Signora Wilson est un texte qui est complètement différent dans sa langue, dans son écriture. C'est quelque chose de complètement foisonnant, presque maniéré par moments. Et La Part des anges, c'est encore une autre chose. On revient sur un récit peut-être plus minimaliste, mais avec des moments un peu lyriques. et, On va voir avec votre deuxième choix musical que vous avez aussi des goûts variés. Et après Marie Laforêt, nous avons donc maintenant les Cocteau Twins. Pourquoi ce choix? Les Cocteau Twins, c'est quelque chose que j'écoute beaucoup en écrivant. J'ai leur discographie complète, je mets sur la première chanson et ça défile jusqu'à la fin. Et comme je peux des fois écrire tramatable 4 ou 5 heures d'affilée, ça berce mon écriture. Voilà. Les passages musicaux ont été supprimés de cette version YouTube de l'émission. Pour écouter le tremplin des auteurs dans son intégralité, rendez-vous sur le podcast de radiolézard.fr. Patrice Salsa, on vient de découvrir peut-être un de vos secrets de fabrication, ce que vous écoutez lorsque vous écrivez, entre autres choses j'imagine. Est-ce que vous avez des auteurs qui vous ont marqué, qui vous ont influencé ? Alors, c'est deux choses un peu différentes. Les auteurs qui m'ont marqué et les auteurs qui m'ont influencé. Il y a des auteurs que j'aime particulièrement. Alors, des auteurs souvent d'expression anglo-saxonne. J'ai beaucoup aimé les premiers romans de Paul Auster. J'aime beaucoup Cormac McCarthy. Et voilà, donc c'est des auteurs que j'aime beaucoup pour leur qualité expressive, la force de leurs images, l'art d'une narration qui avance comme ça, lentement. Par contre, les auteurs qui m'ont influencé, ou les expressions littéraires qui m'ont influencé, c'est ce qu'on a appelé le nouveau roman. J'ai été fasciné par ce que ces romanciers avaient fait de la matière littéraire. Voilà. Ça m'a beaucoup influencé, effectivement, dans ma réflexion sur ma façon d'écrire et de construire mes récits, dans cette idée qu'il y a beaucoup de conventions dans le romanesque, dans le roman, et qu'une façon de produire un texte, ça peut être de réfléchir à ces conventions et de les transgresser volontairement, parce qu'il n'y a de plaisir dans la transgression que si on sait qu'on transgresse. C'est-à-dire, voilà. Et puis après, il y a un auteur que j'admire, et dont je sens l'influence, c'est Georges Perec. Georges Perec autour de l'idée d'écrire avec de la contrainte, de ne pas sacrifier le plaisir de la narration au fait d'agencer et de construire quelque chose qui va au-delà de la narration. Voilà, pour moi, la vie mode d'emploi est un mécanisme de double jubilation, parce que la façon dont les histoires en elles-mêmes sont passionnantes, mais la forme qui est sous-jacente à ce texte provoque une jubilation intellectuelle qui est aussi forte que les petites histoires incroyables qu'il raconte là-dedans. Eh bien, avec toute cette jubilation que vous exprimez dans le fait d'un acte d'écrire, je suppose que vous avez des projets sous le coude. Vous pouvez nous en parler ? Alors, je veux publier un recueil de nouvelles. Alors, j'aime pas, c'est pas vraiment des nouvelles, je sais pas. Peut-être ça en est. Moi, j'appelle ça des formes brèves. C'est un recueil que j'ai écrit, des textes que j'ai écrits au fil du temps. Ce sont des thèmes qui m'intéressaient, mais qui n'avaient pas matière forcément à développer un récit trop long. Et en fait, au fil du temps, il y avait quand même des choses qui faisaient écho un peu de l'un à l'autre. Donc en fait, il y en a 8. Chacun de ces textes forme un tout, une individualité, et peut se lire en tant que tel. Mais en même temps, ils sont organisés en 2 groupes de 4. Il s'est organisé en 2 parties. Voilà, une partie qui s'appelle Ars Memoria, et les arts de la mémoire, et un autre les simonies, voilà. Et en fait, dans la première partie, les 4 formes brèves mettent en scène un personnage qui n'est pas nommé, voilà, mais qui évoque 4 choses. Et dans la deuxième partie, il y a un autre personnage qui lui a un nom, s'appelle Simon. Et c'est pas dit si c'est le même ou pas. Et pour moi-même, d'ailleurs, c'est pas très clair. Les textes, il y a une forme
écho d'un texte à l'autre, notamment le texte qui clôt la première partie et le texte qui clôt la seconde partie. Et ce n'est pas le seul projet, je crois. Alors, oui. En fait, j'ai un récit en cours d'écriture qui est sur le thème du jumeau perdu. Il existerait un syndrome qui est celui du jumeau perdu et qui atteindrait des personnes qui ont perdu un jumeau in utero. La mémoire inconsciente de la vie utérine et la perte de ce jumeau orienterait la construction psychologique de ces personnes. Mais ce que j'ai vu, moi, c'est la matière pour caractériser un personnage ou des personnages. Je trouve que ce qui est difficile quand on crée un personnage, c'est de lui donner des motivations. J'ai vu dans ce principe du jumeau perdu une source de motivation pour la construire, la psychologie d'un personnage, la façon dont il va agir et se comporter. Alors je prépare bien entendu une petite entourloupe pour le lecteur, mais je n'en dirai pas plus. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on n'aura pas trop longtemps à attendre avant de se faire entourlouper. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment hâte de découvrir vos 2 prochains récits. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir parlé de vous. Et puis, on va finir sur la lecture d'un 3e extrait. Merci aux auditeurs du Tremplin des auteurs. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de radiolézard.fr ou sur la chaîne YouTube Le Tremplin des auteurs. À très bientôt. Son père, avec son emploi, a perdu le contrôle sur sa vie et les événements. Sa mère règne sans partage sur la maison et la vie sociale. À grand renfort de chemins de table brodés et d'amples coupes en cristal emplies d'eau teintée où flottent des corolles de fleurs. Anémone aux épais pistils noirs comme chargés de mascara, ou renoncule d'Anjou, paumées et chatoyantes, dont on la complimente dans ses repas faussement décontractés qu'elle organise 2 fois par mois, durant lesquels elle ne manque jamais de flirter un peu, en tout bien tout honneur, avec les hommes présents. Être une femme au plein sens du terme, être une femme accomplie, c'est aussi ça, elle n'en doute pas une seconde. Il faut savoir payer de sa personne pour acquérir et maintenir une position, et d'autant plus maintenant qu'elle chancelle. Alors il ne reste plus à Solveig, désormais loin du jardin, qu'un seul royaume, son corps, et le strict contrôle de ce qui y entre et en sort. Surtout ce qui y entre. L'autre en soi, s'insinuant par effraction, dispute la place à la petite fille modèle et précoce, si sage et si obéissante. Pour vaincre cette possession, il faut rester sans épaisseur, idéalement sans chair et sans volume. Rester caché, dissimulé sous le masque de la perfection, donner le change, c'est facile lorsqu'on possède comme elle, souveraine des apparences, cette formidable clairvoyance du fonctionnement des autres. Elle ne mange pas, mais elle boit du lait. Presque 2 litres par jour. Du lait entier. Évidemment, elle est maigre. Trop maigre, dit le médecin de la famille. Sa mère lui donne des compléments vitaminés sous forme de tablettes à croquer. Elle voit un psychologue 1 fois par semaine, mais sans beaucoup de résultats. Elle lui parle et il considère que c'est déjà pas mal. Elle lui dit que d'ingérer de la nourriture solide lui fait horreur, que l'idée de manger de la viande de bête morte lui donne envie de vomir, que d'imaginer qu'elle avale des légumes qui ont poussé dans la terre où l'on enterre les cadavres lui fait venir la nausée, que de penser aux fruits qui sont gorgés des sucs suintants des corps pourrissants emprisonnés dans les griffes des racines des arbres lui file la gerbe, que le fromage est obtenu avec de la moisissure et les yaourts avec de la merde de bébé, que la mer n'est qu'un cimetière et que les poissons sont froids comme des macabées, que les crevettes bouffent les yeux des noyés. Elle a du vocabulaire, cette petite. Elle lui dit aussi qu'elle pleure quand elle voit à la télévision les enfants, les petits-enfants qui meurent de faim, qu'elle a mal quand elle les voit avec leurs bras comme du bois brûlé, leurs jambes comme des cannes de vieillard et leur ventre comme des outres malsaines, que l'Occident est un vampire qui suce le sang des habitants des pays pauvres, qu'elle ne veut avoir aucune part à cela, qu'elle voudrait être une de ces plantes qui ne vivent que de 3 gouttes d'eau et d'un rayon de soleil, que la planète n'est qu'un charnier pourrissant, fardé telle une prostituée au dernier stade de la syphilis, que sous la soie de sa robe il y a des chancres et des escarres, que des vers sortent de son vagin vérolé, qu'il grouille sous les aisselles. Elle a beaucoup d'imagination aussi. Le psychologue lui dit que tout cela est bien beau, mais que si elle ne reprend pas les 100 grammes qu'elle a perdus depuis le mois dernier, il sera obligé de la faire hospitaliser, qu'elle sera nourrie de force avec des perfusions.
Alors sois raisonnable et fais un effort, ma petite. Solveig fera un effort. Elle a déjà été internée une fois et fera tout pour éviter de retourner chez les Foldingos.